Face au public. Émission débat, grand format de Radio Côte d'Ivoire. Face au public, tous les samedis en 15, de 9h à 10h30. Face au public, présentation, Fatim Djedje. Bonjour à tous et bienvenue à Face au public. Nous sommes en direct pendant 90 minutes. Notre invité sera soumis aux questions du public présent en studio, par téléphone au 20 21 44 48 et par le réseau social Facebook de Radio Côte d'Ivoire et RTI Info. Pour ce premier numéro, nous recevons le préfet d'Abidjan, Monsieur Vincent Taubirier. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Dans une quinzaine de minutes et pendant près d'une heure, le public vous interpellera sur 3 thèmes majeurs dans la ville d'Abidjan. D'abord les inondations, puis la sécurité et enfin l'insalubrité. Monsieur le préfet, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, mais les Ivoiriens connaissent-ils réellement le rôle du préfet d'Abidjan? C'est la question que leur a posée Patricia Conan. Le préfet, c'est comme le préfet dans toutes les régions, seulement que c'est le préfet de la ville d'Abidjan, de la capitale économique. Donc son rôle est plus prépondérant. Donc il a la coordination de toutes les actions ministérielles. C'est le premier qui est avec les populations. Virginie, je ne connais pas le préfet d'Abidjan. Je ne sais même pas qu'il y a un préfet à Abidjan. Je m'appelle William Michel. C'est la première autorité d'abord administrative. Son rôle c'est de s'occuper des choses administratives dans la ville où il est. Et puis bon, son rôle c'est de représenter aussi le chef de l'État dans la ville. Monsieur Nyan Evariste. Bon, je ne connais pas le rôle du préfet d'Abidjan. Dayoro Balé Martial. Un préfet en exercice, il représente le président dans la région. Abidjan, je ne vois pas le rôle du préfet, puisque les travaux qu'exercent les maires, les députés et puis le gouverneur. Voilà. Donc, chaque fois qu'on voit des choses sur la route en train d'être rénovées, on dit non que c'est un don du district. Et qui dit district dit le gouverneur. Je ne vois pas son importance quoi. Abidjan. Je suis professeur, il représente le chef de l'État dans la ville d'Abidjan, le chef de l'État et tous les ministres. Donc il a le rôle aussi de le chef de tous les corps armés qui sont dans la ville d'Abidjan, donc la gendarmerie, la police, tout ça. Monsieur le préfet, alors vous venez d'entendre une série d'affirmations concernant vos fonctions. Pouvez-vous nous donner précisément vos attributions, nous délimiter votre champ d'action ? Merci beaucoup. Je suis très heureux de constater que vos auditeurs ont quand même une certaine notion de fonctionnement de notre administration, parce que ce qu'ils ont dit est exact. Je n'ai pas d'autres précisions à apporter. Le préfet représente toutes les institutions de la République, presque toutes. Il représente d'abord le président de la République, ensuite les ministères, toutes les institutions. Il exécute les politiques publiques qui ont été décidées, mais également il coordonne l'action administrative. Donc c'est exactement ce que vos auditeurs ont dit et il n'y a pas grand-chose à ajouter. Alors, délimitez-nous les champs d'action, c'est-à-dire vous intervenez pour l'ordre public, vous intervenez aussi pour quel autre sujet? Oui. Pour tout. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'un de vos auditeurs, à Abidjan, on ne perçoit pas bien parce que toutes les institutions sont représentées. Mais un préfet dans n'importe quel département, dans n'importe quelle région, il fait tout. Coordonne l'action administrative, l'action sécuritaire, les bénévoles, le microcrédit, l'éducation, le développement, tout ce qui peut permettre un fonctionnement. C'est cela les prérogatives d'un préfet. Alors, autre question qui a été posée aux Abidjanais. Que pense-t-il de vos activités sur le terrain? Je vous invite à écouter quelques réponses, toujours au micro de Patricia Conan. Oui, là, Michel. Moi, personnellement, je l'ai vu lors des événements des Nyambro. Je l'ai vu, il agit promptement en interdisant les Nyambro de circuler dans la ville de l'Abidjan. Moi, je crois qu'il travaille bien parce que vraiment, il pompe, il fait parler de lui. Franck Yapi, je suis cadre dans l'administration. Je ne connais pas ses activités parce que je ne suis pas très souvent sur Facebook, donc j'en sais pas grand-chose de lui, quoi. En termes d'activité sur le terrain. Mélo Bétin, je suis chauffeur. En tout cas, le préfet d'Abidjan travaille très bien. Et quand je vois, en tout cas en collaboration avec la mairie, jusqu'à Gamé, quand je vois Gamé aujourd'hui, je suis content du maire qui est là. Donc vraiment, je suis content, je veux que continuer de cette manière. Le préfet d'Abidjan, il travaille très bien. Louga Goré Saint-Omer, pour ce que je vois sur Internet, sur Facebook particulièrement, je vois qu'il intervient beaucoup pour dénoncer certaines situations socialement difficiles. La dernière fois, j'ai vu qu'il a visité une école qui était délabrée. C'était déjà bien de pouvoir dénoncer ça en tant qu'autorité de la ville. Je trouve que son activité est quand même bien
Mais c'est un peu la limite de... Il fait un peu trop, quoi, en fait. C'est un peu ça, mon sentiment. Un préfet qu'on voit tout le temps sur le terrain, c'est bien, mais quand on le voit trop, on a tendance à croire qu'il fait un peu trop. Soit il veut se positionner dans la politique. Bon, en tout cas, c'est son choix, mais il fait bien les choses, sauf qu'il est un peu la limite de l'exagération. Une réaction, monsieur le préfet, notamment à cette dernière intervention? Non, pas de réaction. Je dis ça, ce sont des opinions. Vous aviez dit que vous avez 3 auditeurs qui ont dit qu'ils ne connaissent pas le rôle du préfet d'Abidjan. Donc c'est normal qu'une action qui semble être nouvelle pour certains soit un peu trop. Mais allez-y dans tous les départements, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les préfets font ce que nous faisons ici. Mais peut-être qu'ils ne sont pas habitués à voir sur l'Abidjan, c'est tout. Donc, mais on est dans un espace démocratique. Les opinions des personnes sont bien et on respecte, on les prend en compte. D'accord, on parle beaucoup de votre communication, on y reviendra tout à l'heure. Alors je vais d'abord présenter monsieur le préfet. Vous êtes né le 17 novembre 1969 à Dabou, issu de l'École nationale d'administration, l'ENA. Vous êtes titulaire d'un DEA en lettres modernes et d'une thèse de doctorat avec pour thème les mythes et la création littéraire africaine. Vous nous direz si ça vous aide dans vos fonctions. Dès 2003, vous entamez une carrière à l'international à l'Electoral Institute of Southern Africa, où vous avez été successivement directeur résident pour la République démocratique du Congo et directeur des programmes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, que vous a apporté cette expérience à l'étranger? Je voudrais d'abord préciser, je suis titulaire d'un DEA, j'ai rédigé une thèse de doctorat, comme vous avez dit, mais je n'ai pas soutenu la thèse parce qu'il y a eu des conditions que je vais expliquer au micro, qui ont été très compliquées, mais j'ai rédigé la thèse sur le thème que vous avez. Ça a été très important, mais je suis arrivé à l'international comme par hasard. Un jour, j'ai eu une petite proposition au Rwanda. Donc, je partais pour une mission de 3 mois, juste une petite mission d'enseignement, et 3 mois, c'est devenu 15 ans de mission un peu partout dans le monde, dans tous les continents également. Ça nous a apporté une certaine perspective, une méthode de travail comme on a dans l'international, mais également, ça nous a apporté une certaine sensibilité parce que je travaillais dans les pays les plus difficiles de l'Afrique. La RDC? Ouais, la RDC c'est mieux aujourd'hui, mais la Somalie, la Libye en temps de guerre, l'Est de la RDC, Bunia, Centrafrique, tous les pays les plus compliqués d'Afrique. Et donc ça change, ça reformate votre personnalité et votre vision du monde. Donc vous êtes intervenu dans les conflits, dans la gestion des conflits? Autant dans les conflits que dans les processus politiques et de gouvernance. Entre 2000 et 2010, on a eu beaucoup de pays africains qui ont subi des mutations politiques. Et donc, mon rôle, c'était de les accompagner pour faire les élections, mais également mettre en place des processus de gouvernance, c'est-à-dire former l'Assemblée nationale, encadrer des membres du gouvernement à faire certaines fonctions, les accompagner, et puis permettre à la population également de participer à la vie communautaire. Et on va en parler après. D'accord. Vous revenez en 2014 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé votre retour dans votre pays? Dans le cadre de mes fonctions, je crois que si je compte très bien, j'ai visité 42 pays d'Afrique, où j'étais chef de mission, où je travaillais dans certaines missions, et en partenariat avec des pays, je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, en Australie, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça, et il faut peut-être mettre à profit la connaissance acquise. Et donc, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire et de tout abandonner là-bas. C'est votre retour en 2014 que vous intégrez le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité comme conseiller de M. Ahmed Bakayoko en charge de ce portefeuille ministériel. Vous avez été directeur de cabinet adjoint, chargé de l'administration du territoire et en novembre 2016, directeur de cabinet. Le 6 août 2018, vous êtes nommé préfet de la région d'Abidjan. Et je le disais tout à l'heure, vous communiquez bien plus que vos prédécesseurs. Pourquoi ce choix? Oui, c'est simple, hein. Abidjan, regardez ceux que vous avez invités, ils sont tout jeunes. Comment je fais pour parler à cette jeune fille qui est assise en face de moi? Ailleurs, dans les départements, dans les régions, il y a tous les moyens. Il y a des circulaires, il y a des notes, il y a même des griots, il y a des radios locales. Mais à Abidjan, vous avez des centaines de radios, des canaux de communication. Comment je fais pour informer cette jeune fille qu'il y a un concours à passer demain, qu'il faut être prudent sur les routes, qu'il ne faut pas aller dans telle zone, qu'il faut faire ceci? Comment je fais? La seule façon de le faire, c'est de parler, c'est d'utiliser les moyens de communication de ces jeunes, mais également des populations d'Abidjan qui ont accès à l'électricité et donc, dont une proportion accès à Internet. Et donc, on passe par ces réseaux, on passe les informations. Et apparemment, ça marche parce que beaucoup de personnes sont conscientes de certaines difficultés. Donc, c'est la simple raison de cette communication pour créer, comme je l'ai dit dans un article, l'animation communautaire. Il ne faut pas que les gens vivent séparément de la communauté. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils sachent
On travaille pour eux, avec eux. On ne peut pas travailler sans eux. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les avoir. Comme vous les avez invités aujourd'hui. Ils partiront avec des questions, des interrogations, des inquiétudes, mais également un certain espoir. Donc voilà pourquoi nous communiquons. Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions au 20 21 44 48. Alors pour revenir sur votre style, est-ce que justement votre passage à l'étranger, notamment dans des pays anglo-saxons, où ils ont un autre rapport, une autre approche de la communication, est-ce que ça vous a influencé? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question, c'est vous qui allez le dire. Vous avez des très bons auditeurs qui font des belles analyses. Je ne sais pas, mais je pense qu'on essaie de communiquer. Certains appellent cela des rituels de code, mais moi j'appelle cela une relation avec le citoyen. Et puis peut-être, vous avez parlé de ma carrière internationale, mais Dieu a permis que j'ai des projets que j'ai dirigés ou que j'ai conçus, où il fallait rétablir une relation entre le citoyen, le gouvernement, la communauté. Parce que c'était des pays totalement effondrés. Et donc ça a donné cette habitude-là de pouvoir parler. Et vous ne savez pas les merveilles que ça fait de juste rencontrer un citoyen. J'ai l'actrice qui est en face de moi. Elle est malvoyante, mais elle est assise là, dans le froid de votre studio. Elle a quelque chose à dire, elle a une idée. Ces jeunes qui sont là, ils ont une idée. Les volontaires qui sont assis devant moi, ils ont des contributions, ainsi que les administrateurs qui sont à côté. Donc c'est ça, l'animation communautaire, que tout le monde soit là. Quand vous le faites, dès qu'un problème survient, tout le monde se sent concerné. Et tout à l'heure, on va parler, par exemple, du cas de Boribana. Donc c'est ça la finalité. Peut-être que c'est une influence, mais c'est la réalité de la gestion aujourd'hui. Nous avons une jeunesse, nous avons une population qui est très en avance sur les nouvelles techniques de communication. Il ne faut pas rester à 1000 années en arrière et vouloir gérer des personnes dans un département comme le mien sans s'adapter à leurs méthodes, à leurs habitudes. C'est tout. On va s'intéresser à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, représente 60% du produit intérieur brut du pays. C'est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone. Quels sont les défis pour la ville d'Abidjan, troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie? Oui, avant de parler des défis, parlons d'abord de l'avantage. Abidjan aujourd'hui, c'est un melting pot. C'est pratiquement toutes les nationalités de la Terre représentées, tous les pays de la Terre. On le représentant ici, ils vivent ici. C'est un dynamisme culturel, c'est tout ce brassage, c'est cette flamboyance de vie, d'esprit, de créativité. Et donc tout ça sera mieux porté par certains éléments, notamment les questions d'infrastructure, auxquelles le gouvernement s'est attaché. Vous avez les grandes œuvres du président de la République. Il y a des questions soulevées par les populations de sécurité, mais qui sont bien adressées. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un des chapitres. Il y a des questions de jeunesse et il y a des projets qui sont en cours. Il y a beaucoup de défis comme ça qui sont là, mais qui sont en traitement à des niveaux divers. Alors, votre première année de fonction est jalonnée d'événements qui ont marqué l'actualité et impacté le quotidien des Abidjanais, notamment les inondations, l'insécurité et les dernières élections municipales à Abidjan. À propos des élections, il y a eu des contestations à Grand-Bassam et au Plateau. Sur quoi vous êtes-vous fondé dans vos interventions? Ok, laissons tomber Grand-Bassam parce que ça ne fait pas partie de ma circonscription. Je suis préfet d'Abidjan et mes circonscriptions, c'est les 10 communes que vous connaissez, plus Songon, Anyama, Benjerville et la sous-préfecture de Bruford-Doumé. Ce qui s'est passé au Plateau et à Port-Boué, c'était qu'il y a eu, après les élections, un processus qui n'est pas allé totalement à son terme comme les autres. Et en pareille circonstance, la loi prévoit que ce soit le préfet qui se plaît immédiatement. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, Mme Fatim Guégué, vous êtes dans cette maison, la radio, vous portez l'information à toutes nos populations, à nos populations rurales, à nos populations urbaines. Tous ceux qui n'ont pas Facebook, Twitter, peuvent vous écouter à partir de leur plantation sur la base des piles seulement qu'ils ont. Et donc, si aujourd'hui, la radio, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionnait pas, il va falloir que l'État ingénie quelque chose rapidement pour donner l'information aux populations. Donc, c'est ça le rôle d'un préfet. Comme vous avez commencé en introduction, le préfet représente les institutions de la République. Il assure la continuité de l'État. Donc, peu importe les conditions créées dans une situation, qu'elles soient des conditions sociales, politiques ou toute autre situation, le préfet assure la continuité de l'État. C'est dans ce cadre donc, que nous avons exercé le rôle de maire intérimaire au Plateau. Et à Port-Boué, on appelle cela en termes techniques la délégation spéciale. Et ce processus allait à son terme. Ceux qui ont été élus ont été élus. Et les charges ont été passées. Et je crois que tout le monde est content, à commencer par moi. Alors, on va bientôt ouvrir le micro au public, hein, à la fois dans la salle, à la fois au téléphone. Je rappelle le numéro de téléphone, le 20 21 44 48, et les 3 thèmes que nous aborderons. Les inondations, d'abord, suivi de la sécurité et de l'insalubrité. Alors, monsieur le préfet, je vais donc donner la parole au public.
Mais avant, au sujet des inondations, pouvez-vous nous donner des chiffres à cette date, aussi bien sur le plan humain, le bilan humain et le bilan matériel dans la ville d'Abidjan? Ok, merci beaucoup. Je crois que le gouvernement vous a fait parvenir une communication il y a quelques jours de cela. Vous savez, quand il pleut, il peut y avoir des décès, mais ce n'est pas tous les décès qui sont liés directement à la pluie. Quelqu'un peut décéder du fait que les secours n'arrivent pas à temps. Quelqu'un peut décéder parce qu'il avait des affections qui ont été empirées par la pluie. Et il y a des gens qui décèdent directement du fait des eaux, ils se noient ou les maisons s'écroulent. Donc, pour faire ce genre de bilan, on prend quand même quelques jours juste pour voir les conditions de décès. Mais le gouvernement vous avait communiqué il y a quelque temps 6 mois sur le territoire national. Chez nous, à Abidjan, il y a eu 5 morts. Il y a eu 3 morts par la foudre. Et il y a eu 2 morts par l'effondrement d'un mur et par une jeune femme de 19 ans et son enfant qui sont décédés. Mais on va vous donner le bilan complet parce que nous communiquons sur cela pour justement sensibiliser la population. Et concernant les infrastructures, il y a 30 points critiques, plus de 30 points critiques identifiés par le gouvernement. Cette année, vous n'avez pas entendu parler de l'Euroministre, vous n'avez pas entendu parler du Carrefour l'an dernier. Et tout ce qui était critique, le gouvernement y a travaillé. Il y a eu des moyens importants dégagés par le président de la République pour traiter tous ces points. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des décès, mais qui sont dans des zones non habitables, notamment des bas-fonds. Avant-hier, à Colombie, c'était bas-fond. La dernière fois, c'est un mur qui s'est écroulé. Donc, ça veut dire qu'un travail est fait pour pouvoir réduire l'impact de la saison des pluies sur la vie des populations. Alors, je vous propose d'écouter un reportage de Lydie Quado, à Yopougon, le 28 mai 2019, sur les inondations. La douleur de la perte d'un être cher et la désolation se lisent encore sur les visages des membres de la famille Sekia et de leurs voisins du sous-quartier Ménécré de Yopougon, Mikao. Tetiale Balé Cynthia est effondrée. Sa demi-sœur vient de perdre sa mère, une mort tragique qui n'a épargné personne, même pas le bébé d'une semaine. Sa maman est venue laver ce bébé de 1 semaine. Lui qui est venu hier, ça a pris la mère, ça a pris bébé, ça a pris belle-mère. 3 personnes. C'est dans Potopoto les amis. La fille qui est décédée, son mari était au travail à la zone. On vient, il n'y a personne. Maman est partie, Nivoni est partie, femme est partie. Bon, on devient comment là? Lui qui a ramassé les gens, 3 personnes sur le champ. En tout cas, c'est difficile. On ne sait pas comment on va faire. Mourir de la sorte, personne ne le souhaite. Mais pour ces habitants de ce quartier précaire, la pauvreté et le manque de moyens sont la cause de ce genre de drame. Nda Romaric. Nous demandons vraiment au gouvernement de faire quelque chose pour cette famille. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une maison. Les maisons doivent prendre une caution 500 000, c'est trop. Tout a augmenté en Côte d'Ivoire. Que l'État pense à tout ça. Problème de maison et les cautions, c'est trop. En prélude à ces pluies, le gouvernement a entamé depuis quelques mois des campagnes de sensibilisation à l'attention des personnes vivant dans ces zones à risque afin d'éviter de telles situations dramatiques. Surtout que la météo annonce de fortes pluies cette année. Alors, nous avons déjà une première question sur le thème des inondations. Je vous passe le micro, madame, vous présentez et vous posez votre question directement au préfet. Bonjour, je suis mademoiselle Amouakon Karel. Alors, ma question est la suivante. Quelles bonnes pratiques pour réduire le risque d'inondation? Ok, merci beaucoup, Karen. Mais il faut savoir qu'en termes de catastrophes naturelles, c'est difficile de prévenir certaines catastrophes. Au Japon, il y a eu 14 morts il n'y a pas longtemps. Aux États-Unis, il y a eu à Saint-Martin, aux États-Unis, en Europe, en Asie, il y a eu des centaines de morts. Mais on peut avoir des comportements responsables. Ne pas habiter dans les zones à risque. Les bas-fonds ne sont pas habitables. Mikao, tout à l'heure, dont on vous a parlé, c'est un endroit où nous avons sensibilisé. Mais 2 semaines avant le drame, les gens sont venus s'installer et il y a eu un emboulement de terrain qui a enseveli toute une famille. Donc, la bonne pratique, c'est de suivre les conseils de prudence, ne pas habiter dans les zones à risque ou les quitter momentanément, ne pas sortir quand la pluie est forte, ne pas s'aventurer dans la rue qui est inondée. Voilà, ce sont juste ces conseils à suivre. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui qui a réduit l'impact de la saison sur la vie et sur la sécurité des citoyens. Je vous encourage à continuer à avoir ce comportement responsable. Allez-y, si vous avez une autre question. Et est-ce qu'il y a une assurance contre les inondations à Abidjan? Oui, il y a différents types d'assurances, mais là, c'est les privés qui vont vous parler. Comme nous, je n'ai pas les assurances, c'est un espace totalement privé, mais les maisons d'assurance ont beaucoup de produits qu'elles proposent. Merci, mademoiselle. Autre question? Présentez-vous. Bonjour, moi, c'est mademoiselle Boadi Afia. Alors, ma question est, est-ce que l'État prévoit des logements
pour ces personnes, pour des personnes qui habitent dans des zones à risque. Oui, merci Afia, vous soulevez, c'est très bien. J'aime bien quand la jeunesse a une certaine sensibilité, une sympathie, une empathie pour ceux qui souffrent, et vous avez raison. Mais le gouvernement, chaque fois qu'il y a eu des situations d'urgence, les volontaires sont là. Hassan Ayek et son groupe, ils sont là. Ils ont eu à intervenir, comme eux, comme beaucoup d'autres groupes, qui vont apporter des secours de plus. Et l'ONPC, ainsi que le ministère de la Solidarité en Côte d'Ivoire, se chargent souvent d'accompagner ces personnes-là. On a même des personnes qui ont été déplacées à cause de la pluie, qui y sont encore depuis 2 ans, 3 ans. Donc on le fait. Mais ce qu'on demande, c'est que le gouvernement ne mette pas tous ses efforts, ses dépenses dans une seule action. Et donc, c'est que les populations n'aillent pas du tout dans les zones à risque. Ça permet au gouvernement de mieux utiliser les ressources. Donc, on demande encore que vous soyez sensibles au message. Déplacez-vous souvent. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va demander à des gens de quitter leur maison. Mais c'est une question de sécurité. Entre votre vie et un confort, on préfère préserver votre vie. Et pour ça, le gouvernement est prêt à tout. Autre question. Madame, vous avez la parole. Présentez-vous. Oui, je suis Kofi Amouin, épouse Zago, actrice et comédienne, conteuse. Je viens d'Abobo. Inondation à Bobo. On a les caniveaux qui sont ouverts. Ils sont larges et ouverts. Qu'est-ce qu'on fait pour nous sauver? Et il y a des caniveaux naturels que l'eau même creuse. C'est un danger permanent. Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous? On précise que madame a problème de vue. Il y a un problème de vue. Oui, du coup, quand il pleut, si je dois sortir, je reste. Il pleut, l'eau finit, je sors. Si je suis sorti aussi, je suis obligé d'attendre la fin de tout cela avant de rentrer chez moi. Parce que tout est confondu. Caniveau ouvert, la pluie prend la route, surtout que nos routes même, il n'y a pas de bitume. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Monsieur le préfet, je vous laisse répondre. Oui, merci beaucoup. Ça fait déjà plaisir de voir que Radio Côte d'Ivoire associe à ce genre de mission des personnes de renom, des personnes qui participent au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire, comme à moins grande actrice que l'Afrique entière a adorée, parce que je l'ai connue quand j'étais à l'étranger. Je voyais comment les gens s'arrachaient les CD et comment ces scènes à elle étaient adorées par beaucoup de personnes. C'est une icône dans beaucoup de pays d'Afrique et je suis content qu'elle soit là. C'est un travail, un caniveau, pour des raisons évidentes, parce que la nature est très forte. Quand il y a la pluie, les trompes d'eau sont tellement puissantes que les caniveaux sont ouverts pour permettre l'écoulement rapide des eaux. Si on obstrue, c'est dangereux. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande simplement de rester à domicile. Quand la pluie est très forte, ne sortez pas, ne vous aventurez pas. Parmi les décès qu'on a, on a au moins 3 ou 4 qui sont dus au fait, que certaines personnes marchaient dans la rue ou alors se sont aventurées. Parce que l'eau déborde souvent. Vous n'êtes pas censé savoir. Et l'eau a un très haut débit. Donc, à moins, votre vie est précieuse. On vous aime beaucoup. On veut que vous continuez à gagner la Côte d'Ivoire. Restez chez vous à la maison si la pluie est trop forte. Et restez chez vous quand le gouvernement passe des mots d'ordre. Mais monsieur le préfet, elle a posé une question précise. Elle vous demande qu'est-ce qu'on fait pour justement les routes, les voies qui sont dangereuses sous saison de pluie. Non, mais c'est ce que je dis. Les routes seront toujours... Il y aura toujours problème. Tant qu'il y aura la pluie, c'est des effets naturels. Vous n'y pouvez rien. Il y a la pluie, mais ce que vous pouvez faire, c'est de contrôler. Et quand elle dit que les caniveaux sont grands, ouverts, c'est très bien. C'est ce qu'on demande. On demande des caniveaux qui sont très gros, qui permettent l'évacuation des eaux. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand elle dit qu'il y a des crevasses ou des rigoles naturelles, c'est pas mauvais aussi, parce qu'à défaut souvent de faire des caniveaux dans cet endroit, il y a des rigoles naturelles. Mais si elle dit qu'il n'y a pas de travaux et que l'eau stagne, là, le gouvernement est interpellé. Donc ce que je demande, c'est de faire attention. La pluie, c'est partout. Non, mais parle aussi de voies non bitumées. Oui, mais vous avez que le maire d'Abobo a commencé de grands chantiers. Il y a eu, le gouvernement a un programme de construction de voies dans Abidjan. On a pratiquement 256 km de voies nouvelles à construire dans Abidjan. Et c'est un travail continu. Merci, monsieur le préfet. Autre question d'Hassan Ayek, bénévole, mais président, j'ai envie de dire, des bénévoles de premier secours, qui va beaucoup intervenir sur la sécurité, mais qui a déjà une première question sur les inondations. D'accord, bonjour. Bonjour. Nous, on a un souci, parce qu'on rencontre toujours les mêmes problèmes sur le terrain par rapport aux inondations. Pour que des gens viennent se placer dans les bas-fonds, il faut qu'il y ait un accord de certaines personnes pour qu'ils soient là. Et quand il y a les inondations et que les personnes meurent sous les eaux,
On ne sait pas qui les a placés là ou on ne sait pas qui a validé leur placement ici. Donc pourquoi, en fait, on devient comme si nous sommes des docteurs après la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas fait de manière cachée, c'est au vu et au su de tout le monde qui vient de s'installer là, et on laisse passer les choses, et quand il y a un souci ou un dégât, c'est là que chacun cherche à mettre la faute sur l'autre. Alors, monsieur le préfet, on voulait savoir si c'est du ressort de la mairie, de la préfecture, du gouvernement, que ces personnes ont des autorisations à venir s'installer ici, parce que ce n'est pas en cachette, je dis, c'est devant tout le monde qui viennent faire leur baraque. Mais c'est quand il y a des soucis majeurs que les gens commencent à se lancer des balles pour dire que non, c'est pas nous, c'est lui, non, c'est pas lui, c'est nous. Donc nous, on veut savoir vraiment quelle est la procédure et où il faut aller les dénoncer avant qu'il ne soit tard. D'accord, merci Sadayek. Monsieur le préfet, effectivement, il relate une situation qui est très visible à Abidjan, les installations anarchiques un peu partout. Et effectivement, on ne sait jamais, on se demande toujours à qui la faute. D'accord, merci beaucoup. Il faut d'abord préciser qu'en vertu des nouvelles lois, des nouveaux règlements sur la question du foncier en Côte d'Ivoire, un préfet, quel que soit le département, quelle que soit la région, n'installe personne. Et il a des attributions très spécifiques. Maintenant, pourquoi il y a des autorisations? Aujourd'hui, nous faisons de la sensibilisation. Souvent, la population ne voit que le côté événementiel. Quand il y a une pluie, qu'une autorité va sur le terrain, mais que les médias attirent l'attention, tout le monde voit cela. Mais le travail est permanent. Le travail de sensibilisation, d'anticipation. Si une autorité municipale a donné une autorisation d'installation, c'est que c'est du faux. Et je suis convaincu que cette personne-là n'a pas donné cette autorisation avec l'appui du maire. La preuve, c'est que ce sont les mairies qui sont au devant des actions, qui ont des déguerpissements, qui ont des sensibilisations. Ce n'est pas possible qu'elle délivre une autorisation, ces mairies, et qu'en même temps, elle vienne demander aux jeunes partis. Mais bien sûr, vous avez aujourd'hui certains de nos concitoyens qui font les choses en dehors des règles, et ceux-là sont traduits devant la justice. Et donc, mais ce que nous vous demandons, vous, population, aujourd'hui, c'est clairement de vous renseigner. Il y a des zones où on ne construit pas. Vous voyez des zones qui sont là. Il y a des zones où on ne construit pas. Il y a des zones qui sont dangereuses. Mais monsieur le préfet, certaines personnes, il l'a bien dit, ont des autorisations. Non, ce que je dis, c'est illégal. Ce n'est pas possible. Il y a un plan, il y a un schéma directeur d'Abidjan. On ne s'installe pas n'importe quoi, n'importe comment. On a un schéma directeur. On sait qu'en 2050, on va faire un grand ouvrage dans tel endroit. Et on ne l'occupe pas. Vous avez des grands carrefours qui sont vides. On a prévu des échanges au fur et à mesure que la population augmente. Mais ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Mais il y a des populations peut-être vulnérables, peut-être ne sachant pas, peut-être ignorantes, peut-être dans le besoin, qui vont s'installer. Et c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi on crée tous ce document. Mais vous regardez le plan directeur d'Abidjan, le schéma directeur, mais tout est déjà prévu pour toutes les extensions, pour les décennies à venir. Donc, monsieur Hayek, c'est une situation qui est là, mais je crois qu'aujourd'hui, la sensibilisation passe suffisamment pour que les mairies prennent leurs responsabilités et pour que les citoyens également soient responsabilisés. C'est pour cette raison que j'ai dit il y a quelques jours, faites attention, ne mettez pas de l'argent dans un projet qui va être détruit demain. J'ai vu des personnes qui ont mis 16 millions, 20 millions à construire des maisons dans des endroits qui étaient totalement interdits. Et ils le savaient. Ils l'ont fait pourtant. Et voici un investissement qui va être perdu. Donc on demande encore une fois aux populations d'être prudentes et d'écouter les messages. Et peut-être c'est aussi l'occasion de féliciter des volontaires, tous ceux qui sont dans la population, qui font un travail de sensibilisation. Hassan Hayek, accompagné aujourd'hui de ses amis Diakité, Koué, Mira, Willy, permettez-moi de les saluer parce qu'ils font un grand travail. Adama, Brou, Tano. On demande aux populations, tout le monde, participez à la vie de vos communautés. Dans un quartier, on a vu des maisons effondrées. Mais les gens sont à distance, ils attendent que les pompiers arrivent. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui est juste blessé sous les décombres qui attend. Donc il faut travailler, il faut s'engager dans la communauté chaque fois qu'il y a un drame. Les Ivoiriens le font déjà de façon magnifique. On demande que tout le monde adhère à ce type d'action communautaire. C'est ça qui nous permet de construire une nation forte. Alors je rappelle notre téléphone, le 20 21 44 48. Posez vos questions directement au préfet d'Abidjan. Je vais lire quelques interventions sur les réseaux sociaux avant de passer la parole encore dans la salle. Alors, monsieur le préfet, nous dit un internaute, à quand le déguerpissement total du quartier Boribana? Je réponds immédiatement. Allez-y. Non, Boribana, une bonne partie de Boribana est en cours d'indemnisation. On a un niveau d'indemnisation de 90%. Si vous passez sur Boribana, si vous passez sur la voie, là, le grand axe, il y a des maisons où vous voyez des peintures vertes. C'est des personnes qui sont déjà indemnisées. Et il y a eu plusieurs niveaux d'indemnisation. Il y a des personnes qui sont des locataires. On les indemnise, on leur donne 3 mois de loyer pour leur permettre de trouver des maisons ailleurs. Le gouvernement est sensible à la situation. Il y a des personnes qui sont dans des maisons qui sont propriétaires. Et on les indemnise en calculant l'intérêt de la maison, tout ça, la position. Il y a des personnes qui sont propriétaires mais qui louent la maison.
Et donc, ces personnes également, on les indemnise. Et le gouvernement va même plus loin pour indemniser même les femmes qui vendent des galettes, des arachides, des beaux photos, parce que du fait de la démolition, ces personnes perdent des revenus financiers. Donc, il y a 4 niveaux d'indemnisation. Et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a des populations qui reçoivent des indemnisations et qui vont s'installer dans d'autres quartiers précaires. On a croisé des listes, on a vu que certaines personnes sont sur 5 listes différentes d'indemnisation parce que ces personnes ont acquis une expertise dans le déménagement. Donc, c'est un problème. Mais justement, on me pose une question sur les dédommagements, mais avant de vous la poser, j'ai envie de vous demander si ça ne vous paraît pas logique que les gens qui s'installent dans ces endroits-là, c'est une faute de moyens. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Oui, ça c'est vrai. Parce que financièrement, Abidjan n'est pas accessible au portefeuille de chacun. Bon, je l'ai dit à la jeune Carmen tout à l'heure, c'est une situation sociale. C'est vrai, c'est pas accessible. Mais madame, si nous continuons à penser que les problèmes sociaux, les difficultés nous amènent à fermer les yeux sur l'application de la loi, on ne pourra plus vivre ici. Nos enfants ne pourront plus vivre. On va avoir un état de chaos total. On ne sera jamais à un niveau de développement. Il y a un moment, comme le président de la République a dit, on s'assoit, on s'est dit, écoutez, on prend des mesures énergiques et on avance. C'est pour nous même, et c'est pour ceux qui sont là. En mettant de l'ordre, on permet la croissance économique. On ne peut pas passer tout le temps à dire, bon, écoutez, ça fait pitié, il y a telle chose, bon, on va faire ceci. Bon, on ne va jamais avancer. On sera toujours la traîne. Donc, suivons le mouvement du gouvernement qui est déjà impulsé. Oui, mais l'individu lui-même, vous connaissez la fameuse pyramide de Maslow avec les éléments primordiaux pour un être humain. Le logement, se loger en fait partie. C'est difficile de faire peut-être entendre à une personne qui n'a pas les moyens qu'elle doit déguerpir. Et en parlant des dédommagements, on va prendre quelqu'un en ligne dans 2 secondes. En parlant des dédommagements, on nous demande jusqu'à aujourd'hui, les dédommagements de certains propriétaires déguerpis ne sont pas encore faits. Que faites-vous à ce sujet? Quel propriétaire? Quelle zone? Il nous parle encore de Bribana et là on nous dit à Yopougon, d'autres habitations sont détruites tandis qu'il y en a qui sont contournées comme si elles n'étaient pas concernées. Pourquoi tant d'injustice? Non. Les dédommagements sont effectués. Je vous ai dit de Boribana aujourd'hui à près de 90%. Cette question, je suis à l'aise pour en parler. Parce qu'en tant que préfet d'Abidjan, je suis le président du comité d'indemnisation de toutes les victimes impactées. Le 4e point, c'est 15 000 familles. C'est 80 000 dossiers à signer. Et donc, les processus sont en cours. Et vous savez qu'aujourd'hui, les institutions internationales accompagnent les projets en Côte d'Ivoire. Et tant que vous n'accompagnez pas, vous n'avez pas des volets sociaux à vos programmes, ils ne vous accompagnent pas. Et donc, l'État exécute ces missions. Donc, je voudrais savoir, je sais qu'il y a certains quartiers où il y a eu un processus qui est en cours, mais des communications en conseil de ministres ont été déjà introduites. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont en dehors de tout cadre, qui ont reçu des kits de déplacement qui ne sont pas partis. Donc, tous les processus sont en cours. Je n'ai pas connaissance des personnes qui sont dans leurs droits, qui ont été déguerpies et qui n'ont reçu aucune assurance ni aucun document leur permettant d'avoir des compensations financières. D'accord. On va prendre quelqu'un en ligne, Monsieur Akoum, qui nous appelle de Cocody. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur le préfet. Posez votre question. Je voudrais saluer tous les auditeurs à l'écoute. Je trouve un peu ambigu ce que le préfet dit et un peu triste parce que l'administration c'est une continuité, mais ce que madame la journaliste a posé comme question et les prédécesseurs l'ont posé est très pertinent. Effectivement, il y a les gens qui ont signé les maires. Il ne faudrait pas qu'on balaye cela du revers de la main. Le ministère de la Construction a signé des papiers de construction. Parce que, attends, moi je suis étonné quand des autorités viennent sur les antennes nous disent non, les citoyens construisent n'importe où. Quelqu'un ne peut pas se lever et puis construire partout. C'est pas possible. C'est inadmissible. Le cas de Palmeraie, des grosses villas. L'État, donc c'est que l'État a failli. L'État a démissionné parce que vous ne pouvez pas être dans un lieu et vous voyez des gens construire et puis vous ne voulez pas agir. Moi, la fois dernière, j'étais dans un coin, j'ai vu une construction en 2 mois dans une, comment on appelle, dans un haute tension, à Cocody, en bas d'un haute tension. Mais ils sont venus, ils ont cassé. Moi, j'ai apprécié cela. Mais il ne faut pas attendre. À la Palmeraie, les maisons étaient inondées. C'est pas parce qu'ils ont construit des maisons, c'est pas aujourd'hui les gens habitaient là-bas. Le chemin directeur, mais c'est que le ministère, les ministres ont signé, doivent être mis en cause, doivent être traduits devant la justice. On va laisser. Regarde ce qui se passe à Bassam aujourd'hui.
l'inondation des bassins, c'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a le canal qui est fermé. Ça fait combien d'années? Merci, monsieur Akoum. Il va répondre à vos questions, monsieur le préfet. Oui, merci beaucoup, mais il faut faire attention quand même. L'État a failli, non, c'est pas possible. D'abord, vous appelez sur une radio. Donc, l'État garantit les libertés, c'est ce qui permet de vous exprimer. Dans le même temps, vous dites que l'État est intervenu pour casser un bâtiment sur la haute tension, ça veut dire que l'État travaille. Donc, il y a des situations qui sont nées de certaines situations historiques que la Côte d'Ivoire a connues. Et aujourd'hui, nous sommes tous en train de faire le travail de sensibilisation. Et donc, monsieur, je le comprends. Il y a des documents qui ont pu être signés. Mais je le disais, dans la construction d'un État, il y a des moments où on peut réorienter des priorités. Si aujourd'hui on estime qu'il faut mettre une école primaire à tel endroit parce que les enfants sont trop éloignés, mais l'État prend les mesures qu'il faut pour mettre l'école primaire là. Mais ça n'a rien à voir avec les titres antérieurs. Il y a tout un processus légal qui est respecté. Mais je prends l'intervention de monsieur comme étant une remarque faite à notre endroit. Et c'est pour cette raison qu'on est plus présent sur le terrain et on va sensibiliser. Je donne le monsieur qui vient de parler. Vous pouvez l'inviter à mon bureau le lundi. Nous allons faire un tour dans un quartier. Il va voir comment les gens sont installés. Vous prenez son numéro et qui vient lundi, je vais lui montrer les cas de figure. Alors les équipes vont prendre les contacts de monsieur Akoum et lundi, vous serez à côté du préfet d'Abidjan. Et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles de cette visite. Nous avons encore quelqu'un au téléphone. C'est monsieur... Non, pardon, c'est Orso de Trècheville, toujours sur les inondations. On vous écoute. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Monsieur le préfet, je vous ai vu dans une école à l'EPP Santé, je pense que c'est à Gamé, là, bon, je pense. Je voulais savoir quel était votre niveau d'indignation d'avoir vu cette école-là. Parce que vous avez accès direct au président. Et je crois que parallèlement, votre voix fait porter. Parce que les ministres, ils sont prêts à aller pleurnicher à la présidence, mais vous pouvez dire la vérité. Donc je voulais savoir quel était votre état d'indignation quand vous avez vu cette école-là. Parce que je vous ai vu prendre des photos dans l'école et j'ai fait même un petit mot sur le texte, juste pour vous taquiner un peu. Mais je vais dire, monsieur le préfet, et vous avez la chance, nous avons la chance que vous pouvez avoir accès au président de la République. Donc je me demande si vous avez été indigné, alors quel a été le niveau d'indignation que vous avez eu et quelle a été la suite de cette visite à l'école. Voilà. Merci, monsieur le préfet. Oui, merci beaucoup. Mais je dois préciser, si vous avez bien lu l'article, monsieur, sur Facebook, il s'agit des citoyens qui ont saccagé le Togo pratiquement pendant les vacances scolaires. Ils ont saccagé, ils ont transformé l'école en dépotoir, ils versent les détritus, ils ont enlevé les portes des toilettes, les toits, même le plafond que vous avez vu sur la photo, ils ont enlevé les toits là-haut. Donc c'est aussi un comportement, c'est ce qu'on demande aux populations. On demande aux populations d'être un peu plus responsables. On ne peut pas détruire une école primaire et prendre des grosses pierres pour boucher les conduits des WC. C'est quand même assez méchant. Et donc ça ne sera pas impuni. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons reçu d'abord un document de tous les directeurs qui ne pouvaient pas travailler dans ces conditions. Et nous avons lancé un appel. Les volontaires, Hassan Yaya, qui sont sous son groupe, sont là-bas actuellement. Il y a d'autres personnes volontaires qui se sont mobilisées. Et je crois que les enfants pourront finir l'année scolaire dans un bon cadre. Et il faut préciser, je l'ai déjà dit quelque part, quand les citoyens se mobilisent, ils ne sont pas en train de se substituer à l'État. Vous êtes l'État. Dans la définition de l'État, vous êtes l'élément premier, la fin de l'État. C'est vous qui décidez, c'est vous qui élisez. Donc si vous vous mobilisez pour une école, vous allez balayer, vous allez aider les enfants. Vous êtes dans votre rôle. Autant que je suis dans mon rôle quand je sensibilise et quand je prends des actions en tant que préfet. Donc on demande à tous les citoyens de s'intéresser à la vie de leur école, à la vie de leur communauté, à la propriété de leur commune. Ça fait partie de leur fonction et même de leurs obligations. Moi je travaille au Rwanda. Vous vous amusez samedi matin au Rwanda, allez vous balader. Non, il y a des heures prévues pour la salubrité publique. Vous devez faire un acte public devant tout le monde, balayer, curer des caniveaux. Ça fait partie de notre fonction. Donc, on vous demande de vous intéresser pour éviter ces actes de vandalisme qui sont écœurants. Donc, monsieur le préfet, vous demandez aux Ivoiriens, aux Abidjanais de participer activement aussi. Mais finalement, ça montre aussi, vous n'aimez pas le terme, mais une défaillance peut-être étatique, parce que quand les associations prennent autant de place, quand le tissu associatif, la société civile s'empare de ces problématiques, c'est que l'État a laissé la place. Non, madame, ne dites pas ça. Aux États-Unis, vous avez des associations très fortes qui font des actions.
Il y en a même qui vont même très loin jusqu'à protéger la frontière avec le Texas. Je n'emploierai pas un terme ici. Mais partout, et c'est ça qu'on appelle société civile, c'est le reflet des préoccupations de la population, c'est cette force anonyme sans couleur politique. Au contraire, dans un pays où vous n'avez pas d'association, regardez tous les pays qui sont en difficulté démocratique. C'est les pays où il n'y a pas d'association. Donc, les associations, les bénévoles, les ONG et tous les mutuelles, c'est le reflet d'une démocratie, mais c'est le reflet de l'engagement du citoyen dans la vie de la communauté. Donc, c'est normal. Mais l'État prend ses responsabilités. Vous savez, les centaines de milliards investis dans la question d'éducation, dans la question d'infrastructure. Aujourd'hui, il a parlé tout à l'heure, l'auditeur de la rue ministre. Il n'y a pas eu d'inondation. Il y a eu des 30 points critiques, comme je vous le disais tantôt, où il n'y a pas d'inondation. Donc, il y a des situations, mais nous sommes conscients. On déclenche des procédures au niveau administratif, au niveau de l'éducation nationale ou ailleurs, pour suppléer et pour trouver des solutions. Mais il n'est pas mauvais que les populations, souvent. Pour des petits, quelqu'un disait sur ma page Facebook, mais souvent il y a une poubelle là qui est à terre, on attend l'État pour venir retirer une poubelle qui est tombée. Et ça se voit partout. Mais vous ne pouvez pas soulever cette poubelle, vous avez besoin d'un agent de la mairie pour venir placer une poubelle qui est tombée du fait du vent. Non. Engageons-nous dans la vie de notre communauté. Merci, Monsieur le Préfet. On va poursuivre avec le dernier rappel sur la question. C'est M. Kouadio Jacques de Yamoussoukro. Mais avant de lui donner la parole, je rappelle à M. Akoum que Monsieur le Préfet vous a donné rendez-vous lundi. Ce serait bien de nous rappeler parce que vous avez raccroché un peu trop tôt. Comme ça, on récupère vos coordonnées pour les équipes du préfet. Il faut qu'il vienne. Je dois préciser parce que j'étais sur une émission où j'ai demandé à un citoyen qui se plaignait de venir me voir. Ça fait 8 semaines que je l'attends. Et je l'ai tellement appelé, donc il ne faut pas que M. Akoum soit inquiet, qu'il vienne. M. Akoum, le rendez-vous est pris. Et vous serez témoin. Oui, okay. Oui, on veut un retour dans la prochaine émission. Alors, M. Kouadio Jacques, on vous écoute. Vous appelez Yamoussoukro. C'est surprenant, mais dites-nous ce qui se passe. Non, bon, je voulais savoir. Monsieur le Préfet a dit que c'est pas juste que c'est pas normal que la mairie donne autorisation dans les zones à risque. Alors nous vivons ce cas à Yamoussoukro. Je prends l'exemple, on a eu des magasins sur les places publiques que la mairie même a construit à donner aux commerçants. Ils même faisaient payer la caution à 1,5 million non remboursable. Ils ont dit qu'ils ont un contrat qui les lie entre l'État de durer plus que 10 ans. Donc on a eu espoir de prendre ces magasins. Et pas moins de 2 ans, le magasin vient d'être détruit la semaine passée. Quelles seront les procédures? Et pendant que nous avons un préfet à Yamoussoukro, quel a été le rôle du préfet qui nous a pas, réellement le rôle du préfet de Yamoussoukro et la mairie? Cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque c'est la mairie qui a donné l'autorisation aux commerçants et les coins sont déjà détruits. Merci. Alors bon, on rappelle que vous êtes le préfet d'Abidjan, mais si vous pouvez quand même répondre à cette préoccupation. Il n'y a aucune réponse, c'est en dehors de mon territoire, je ne sais pas quelles sont les réalités là-bas. Mais ce que je peux dire en tout cas au niveau d'Abidjan, il y a un dynamisme des communes. Vous avez constaté dans toutes les communes d'Abidjan de grands travaux, de grandes actions, et ça c'est dû à l'engagement des maires. Et on leur demande de continuer. Ils prennent leurs responsabilités, ils travaillent, et nous faisons la coordination. Parce que vous savez que le préfet, dans la relation, dans notre dispositif de décentralisation, il assure aussi la coordination des maires. Donc s'il y a des embrouilles, des problèmes ou des choses harmonisantes de maires, c'est le préfet qui fait cela, donc qui accompagne ces actions-là. Et nous encourageons les maires, en tout cas les maires de ma circonscription, les 13 maires sont très engagés et on les félicite. On est toujours à leur côté pour faire ce travail, pour qu'Abidjan soit toujours rayonnant. Alors, encore une question dans la salle sur le thème. Il en reste une autre et après on va passer au thème de la sécurité. Bonjour jeune homme, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Gamon Michel et j'ai une question sur l'inondation. Bon, l'inondation est devenue un véritable problème dans toutes les communes d'Abidjan. En passant, par exemple, l'inondation a pris une telle proportion que maintenant c'est impossible pour les populations de se déplacer. Mais vous avez parlé du foncier urbain où c'était difficile, où vous avez signé des documents pour permettre à toutes les personnes qui vivent dans les bas-fonds de pouvoir se trouver un autre logement. Alors le problème c'est qu'on ne parle pas aussi des constructions faites par des privés sur des terrains qui risqueraient de boucher ou bien de compliquer le drainage des eaux. Et lorsque c'est fait, toute la commune puisse en pâtir. Et lorsque l'inondation se produit,
c'est souvent difficile de pouvoir régler cette situation. Parce que les immeubles qui ont été construits les immeubles où ils ont été construits ne reçoivent pas de la part du ministère les problèmes, comment dirais-je, il ne reçoit pas la part du ministère les plaintes ou bien une sorte de règle qui leur permettrait de changer cette proportionnalité. Ça reste comme ça. Et après, la commune continue de souffrir année après année, semaine après semaine. Et lorsque ça devient trop compliqué, eh bien, on se retrouve avec des inondations qui continuent à prendre toutes les maisons de cette commune. Alors, donc, je voudrais demander qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire contre cette situation. Alors, on revient encore à la situation des constructions anarchiques. D'accord, non, vous savez, le ministre en charge de la construction, le ministre Bruno Koné, a accordé une grande interview à un journal de la place où il a tout expliqué, les priorités du gouvernement. Il y a des actions qui sont menées aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que beaucoup de citoyens sont assez prudents aujourd'hui. Mais sur la question des inondations, cette technique, ce n'est pas des choses qui sont toujours... Si on ne peut pas maîtriser les impacts ou la force de la nature, on peut même maîtriser les conséquences des catastrophes naturelles. Et sachez que quand on a la pluie, ça vous semble, il pleut, mais quand on a 50 mm de pluie, c'est fini. On a un taux d'alerte critique. Or, dernièrement, entre le 1er et le 13 octobre de cette année, on a eu en 2 semaines un quart de toute la masse de pluie qui est tombée sur toute l'année 2018. Mais on a tenu. Il n'y a pas eu d'infrastructure qui a emporté, il y a eu des rues inondées, mais très vite, les structures telles que l'ONAD et toutes les structures de l'équipement routier, ces structures ont pu travailler. Donc, on a eu plein d'eau en 2 semaines, du 1er au 13 octobre, qui représente le quart d'eau de l'ensemble de la quantité d'eau tombée en 2018. Mais on a tenu, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Mais nous déplorons des morts dans des situations difficiles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer le travail. Les constructions anarchiques, les curages de caniveaux, les grands ouvrages. Et c'est ce qui est fait tous les jours. Encore une fois, venez, voyez dans la rue, quand vous voyez tous les travaux qui se passent, c'est ce que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir protéger les populations. C'est aussi un autre aspect de la sécurité qui est mis en œuvre comme ça. Alors justement, avant d'entamer le chapitre de la sécurité, je rappelle le téléphone de Radio Côte d'Ivoire, le 20 21 44 48, et on prend la dernière question dans la salle sur les inondations et on passe à la sécurité. Bonjour, je m'appelle Ben Koné, bénévole de Premier Secours. Monsieur le préfet, nous ne pouvons pas parler d'inondation en Côte d'Ivoire sans parler du carrefour de l'Indéni. Quel est le véritable problème de ce carrefour? Non, mais cette année, il n'y a pas eu de point critique. Hein. Il y a eu de gouvernement, mais cette année, on n'a pas eu de point critique. Les grands travaux effectués par le gouvernement. Mais ce serait long d'expliquer. Il y a le bassin du Gourou. Vous savez, est-ce que vous savez que l'eau que vous voyez au carrefour de l'Indéni, ce n'est pas seulement l'eau d'Abidjan. Hein. Ça vient souvent d'Alépé. Par un système de coulement. Même l'eau que vous voyez à la rue Ministre. Il y a toute notre, comment on dit ça, toute la géographie qui autorise ce coulement de l'eau jusque-là. Mais le gouvernement a fait des grands travaux. Et les digues tiennent très bien. J'ai des vidéos. Est-ce que vous avez eu cette année bruit de ce qu'on ne peut pas circuler au carrefour de l'Indénié? J'ai donné instruction aux forces de rester au carrefour de l'Indénié entre le 1er et le 13 parce qu'il y avait des problèmes. Mais il n'y a eu aucune intervention, ni des pompiers, ni des secouristes, parce que les travaux marchent aujourd'hui. Mais la nature est forte. Si on a des masses de pluie qui sont de loin supérieures, parce que ça arrive, il y a des pluies décennales. Une pluie qui tombe tellement forte qu'elle n'égale aucune autre pluie de toute la décennie. Donc, ça peut arriver. Mais pour l'instant, les infrastructures qui ont été construites tiennent très bien et le carrefour de l'Indénié a été bien traité. On souhaite que tout le monde ait un comportement responsable, que les travaux qui ont été faits en amont pour contrôler l'eau puissent tenir et le gouvernement travaille permanemment à ça. Vous savez, on a fait un mur autour du bassin du Gourou. Le bassin du Gourou, c'est toute la force que vous avez après le camp de la gendarmerie Agban. Et donc, c'est tout ça qui fait la rétention de l'eau. Et comme ça, il y a eu beaucoup de points à Abidjan où on a fait des digues qui peuvent prendre de l'eau jusqu'à 10, 30 mètres de hauteur et donc empêcher que l'eau se coule trop dans les quartiers d'Abidjan. Tout ça, c'est fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est des travaux qui permettent de sauver la vie. Alors, nous allons maintenant aborder le thème de la sécurité sur lequel il y a beaucoup de réactions. Mais avant, je vous propose d'écouter ce reportage d'Ami Traoré à Yopougon le 7 mai dernier, où vous étiez présent, monsieur le préfet.
Réputé pour être l'un des endroits les plus dangereux de la commune de Yopougon, le quartier Sipores bénéficie ces derniers temps d'une action d'envergure de sécurisation de la part de la préfecture de police d'Abidjan. Depuis près d'un mois, ces actions ont porté de bons résultats, comme en témoigne le préfet de région, Dosso Siaka. Les phénomènes tels que le droit du sol qui sévissait dans un temps à Yopougon, à 90%, on n'en parle plus. Les agressions aux heures de pointe ont pratiquement disparu. Nous avons saisi en un mois plus de 100 machettes, 100 couteaux. Aussi, en un mois, près de 40 opérations de RAF ont été menées et plus de 500 individus ont été interpellés. Parmi les 500 individus, des caïds qui sévissaient ici. C'est donc pour rassurer les populations et les commerçants du quartier Sipores que le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Irié, s'est rendu dans ce quartier ce mardi. Cette démarche a pour but de rassurer et de dire que le gouvernement est à l'écoute des populations et se soucie de leur mouvement, de leur bien-être et de leur sécurité. Une action saluée par Mme Cesse Jeannette, présidente des commerçants du quartier Sipores. Cette dame s'est engagée à œuvrer aux côtés des autorités pour la sécurité au niveau du quartier en dénonçant toute personne suspecte. Moi, j'ai dit aux autorités, ils n'ont qu'à dormir tranquillement. Désormais, on les a connus, on va travailler ensemble. Après le quartier Sipores, le préfet d'Abidjan s'est rendu à Atekoubé, précisément au quartier Boribana, afin de sensibiliser les populations de ce quartier précaire sur la nécessité pour elles de quitter ce quartier en cette période de pluie. Alors nous allons débuter cette deuxième partie de l'émission avec le thème de l'insécurité. Je veux déjà vous proposer quelques questions sur les réseaux sociaux. Alors nous avons par exemple, suite à vos multiples sorties sur le terrain à l'écoute des populations, ne pensez-vous pas jouer pleinement le rôle du ministère de l'Environnement et celui de la Salubrité ? Bon, c'est pas totalement sécuritaire. Malgré la lutte contre le phénomène des Niambros, certains individus armés, pour la plupart d'armes blanches, revendiquent la propriété d'espaces d'accueil de passagers. Lorsque les véhicules de transport en commun déchargent vos bagages, vous êtes obligé de leur payer des taxes allant jusqu'à 5 000 francs sous prétexte que vos bagages ont touché leur sol. À quand la fin de ce calvaire ? Grégoire Yao Conan à Songwéné. Une réponse, monsieur le Oui, préfet ? non, rapidement, encore une fois, la première préoccupation sur nos sorties, ça répond au premier sujet qu'on a eu ici ce matin. Les gens ne sont pas trop habitués au rôle du préfet Abidjan, mais c'est le rôle du préfet. Il coordonne toutes les actions des ministères. Les ministres ont tellement de choses à faire. Ils ne peuvent pas tout le temps aller... Voilà, ils peuvent descendre, vérifier, mais le quotidien, c'est le préfet, c'est les administrations, c'est les DG, c'est le chef de service, c'est le fonctionnaire, c'est le planton, c'est tout le monde. Ensuite, pour les Niambros, bon, il y a une question, peut-être qu'on va aborder ça maintenant, mais c'est une question qui passionne les gens. Oui, tout à fait. Pour les Niambros, vous savez qu'il y a eu des phénomènes qui étaient là, et aujourd'hui, on a essayé avec tous les maires, avec les forces de sécurité que je salue ici, de mettre de l'ordre. Même si c'est une œuvre de longue haleine, aujourd'hui, quand même, il y a certains quartiers où des dignes Niambros savent qu'ils ne peuvent pas opérer impunément. Il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup d'interpellations, il y a beaucoup d'actions en cours, il y a des transformations des espaces, parce que c'est tout ça qui crée. Mais le phénomène n'est pas totalement endigué. Non, il ne peut pas être endigué. Vous ne pouvez pas endiguer un phénomène qui est perdu depuis 20 ans, depuis 25 ans. Mais c'est avec le temps. Aujourd'hui, il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a des phénomènes en Côte d'Ivoire que je ne vais pas énumérer ici, qui inquiétaient la population, qui n'existent plus du tout. Et donc, c'est la même dynamique. Ils sont optimistes que ces choses vont arriver, parce que les populations sont inquiètes. Les populations ont de plus de... Ils sont victimes. Ils sont victimes, mais c'est pour cette raison que nous faisons ce travail tout le temps. Et tout le monde est chose. Moi, je reçois aujourd'hui des alertes, il y a des Niambros ici, attention à telle action. Mais ce n'est pas les transporteurs, il faut faire la part des choses. Les personnes les plus contentes des mesures drastiques qui ont été prises ces temps-ci sont les transporteurs. Ils sont très contents parce qu'ils souffrent. Je vais vous donner un exemple. Un chauffeur d'un Baka à Yopougon lavage pouvait donner 25 000 francs à la fin de la soirée à son propriétaire dont il a pris la voiture. Il donne 20 000 francs au Niambro. Et lui, le chauffeur, il rentre à la maison avec 5 000 francs. C'est un drame social. Il travaille pour des voyous. Et ce n'est pas acceptable. Alors, on a une question très osée, mais je veux quand même vous la poser. Les Niambros sont-ils une caisse noire pour la police ? Demande Roger Patrick Connery. Écoutez, ça fait partie de ces légendes urbaines, donc on vous pose la question très franchement. C'est tout ça qui justifie souvent la communication. Les Niambros sont une caisse noire. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de caisse noire au niveau de la préfecture, je ne sais pas. Et toutes les forces de l'ordre qui sont prises dans cette situation sont sévèrement punies. Allez demander les statistiques sur les questions de sanctions à la police, à la gendarmerie. On ne badine pas avec ces choses-là. Et c'est, comme vous dites, c'est une légende urbaine. On a vu des gens dire, nous on est forts. Mais pourquoi ils sont forts? Ils se retrouvent derrière les barreaux. Pourquoi on a mis 15, 20, 30 personnes derrière les barreaux pour ces fêtes-là? Où sont leurs soutiens? Où sont leurs forces supposées?
On va prendre en ligne justement, on parlait de Yopougon tout à l'heure, un des habitants de cette commune, Dr Doumbia. Bonjour, on vous écoute. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bon, je félicite monsieur le préfet de sa présence sur le terrain tous les jours. Mais il y a des préoccupations toujours sur le problème de la sécurité. Bon, jusqu'à présent, on n'arrive pas à éradiquer le phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Donc, quelles sont les actions que le préfet voit? À chaque fois, il y a des descentes, il faut des rafles, et après, les mêmes lieux sont recolonisés encore. C'est-à-dire le problème des fumoirs. Bon, quand on parle de la sécurité, quand vous venez au rond-point de la GESCO, chaque jour que Dieu fait, il y a des agressions. Chaque jour que Dieu fait, il y a des agressions. Donc, on ne sait pas. Il y a toujours des rafles, mais le phénomène persiste. Et quand on rafle des gens qu'on les envoie à la préfecture de police, on parle de l'incivisme, on ne prend pas les empreintes, on ne fait rien, et on demande 15 000 francs à chaque individu pour pouvoir être libéré. Attends, je pense qu'il devrait avoir des relevés d'empreintes, ils envoient ça au laboratoire, pour voir s'il n'y a pas de repris de justice, on te libère purement et simplement. Bon, je pense que voilà ce que je souhaiterais savoir. Merci M. Doumbia. Monsieur le préfet va vous répondre. Oui, je remercie M. Doumbia pour sa contribution, mais encore une fois, il faut se garder de faire certaines conclusions. Vous n'êtes pas au sein de la préfecture de police, vous ne savez pas comment les policiers et les gendarmes travaillent, il y a des procédures claires, donc il ne faut pas juste se limiter à certaines choses que vous avez remarquées ici et là, mais les policiers travaillent, les gendarmes travaillent de façon très professionnelle, et aujourd'hui nous sommes capables d'assurer la sécurité de la population. Il y a des faits de sécurité qui ne sont pas prévisibles, mais d'une façon générale, nous sommes dans un bon indice. Maintenant, pour parler de la drogue, c'est un phénomène réel, mais contre lequel le gouvernement est très engagé. Il y a eu 5311 mois détruits sur un certain nombre d'opérations en 2018 et également en 2000. Vous parlez d'Abidjan ou sur la totalité du territoire? Oui, je parle une bonne partie. Même. Oui, bon, en fait, il faut extraire, je donne le chiffre global, mais dans ça, il y a une bonne partie d'Abidjan et c'est permanent. Aujourd'hui, quelle est la tendance? Il n'y a plus de fumoir fixe. Vous n'êtes pas capable de dire que cette maison est un fumoir, ça n'existe plus. Parce que la gendarmerie, la police traque et détruisent. Moi-même, je suis descendu sur le terrain pour voir comment ça se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des individus qui apparaissent avec des chaises, des bancs, dans un espace ouvert et qui commencent leur activité criminelle dès que leur guetteur voit la police arriver. Mais là également, la gendarmerie et la police ont des approches. Mais aujourd'hui, au moins l'avancée, c'est qu'on n'a plus un espace de non-droit où on voit la drogue. Ça n'existe pas ici à Abidjan. Donnez-moi un seul exemple. Vous pouvez savoir qu'il y a une zone. Mais en général, ils s'organisent de façon à ne pas avoir à faire face à... Mais ils sont traqués. Mais la question de la drogue nous amène également à la question de la famille, la sensibilisation. Je veux dire, il y a des enfants de plus en plus jeunes qui s'adonnent à la drogue. On demande aux familles d'être un peu plus responsables. Et dans les établissements scolaires, parce qu'à la famille, il peut s'en occuper chez eux, mais les établissements scolaires... C'est une question d'éducation. Il y a des fouilles dans les établissements. Moi, je suis descendu, vous avez vu les armes saisies à l'entrée de certains établissements scolaires, de certains établissements, des armes blanches. Donc, on demande à la famille d'être plus vigilant. Vous voyez l'enfant qui commence à avoir un comportement bizarre, qui commence à être irrité pour rien, qui commence à vous subtiliser de l'argent, qui a des fréquentations. Tout de suite, vous savez que cet enfant, il y a un problème dans sa vie de tous les jours. Faites attention. C'est ce qu'on demande aux populations, aux familles, d'être plus vigilantes. Parce que la répression ne va pas finir. L'ensemble de la question de la drogue en Côte d'Ivoire, l'éducation, la famille, c'est très important. Et ça, c'est le travail, encore une fois, des associations, des volontaires, auprès de la jeunesse. Donc vous parlez de prévention aussi? Oui, c'est surtout la prévention. Mais pourquoi un État n'est pas répressif? L'utilisation de la force, c'est le dernier recours d'un État. Et même à ce niveau, l'État réglemente les conditions d'utilisation de la force. La force légitime. La force légitime. On ne déguerpit pas n'importe qui. Il y a une procédure de déguerpissement où l'État prévient. Un agent de sécurité n'utilise pas une arme n'importe comment. Il y a une procédure. Donc la force, c'est le dernier recours de l'État. Mais c'est la sensibilisation, la prévention, le travail anticipatif qui permet d'obtenir des résultats. Et je demande que tout le monde s'implique dans la sensibilisation sur la question de drogue. Alors, on a encore une question au téléphone de Maïga Ahmed, qui appelle de Yamoussoukro, décidément. Et elle va nous parler de l'insécurité dans les gares d'Abidjan. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. En fait, ma question, c'est, je demande savoir, lorsque tu empruntes le taxi pour arriver à la gare à Gamay-Renault, et on demande à ce que les passagers qui sont dans le taxi payent 100 francs. Et si tu ne payes pas, tu ne passes pas.
Bon, c'est beaucoup récurrent là-bas. Donc, ça fait que moi-même, je n'arrive pas là-bas. Donc, j'aimerais savoir quel est, comment on appelle ça, ce problème-là. Alors, je pense, parce qu'on ne vous entend pas bien, je pense que vous question. parlez du racket, en fait. Des questions de droit de sol. Mais la dernière fois qu'elle a eu cette expérience, c'est quand? Parce qu'il y a seulement quelques jours, la police, encore une fois, et la gendarmerie étaient déployées. Il y a eu près de 300 personnes suspectes interpellées sur les lieux. Et donc, la traque est permanente. Mais, vous savez, il n'y a pas un moment où on se dit, on a éradiqué un phénomène. On fait de la surveillance, on fait le suivi, parce qu'il y a toujours des résurgences. Une question dans la salle. Bonjour, c'est Agamon, toujours. Je regarde depuis quelques années, une mesure gouvernementale a été prise pour détruire les portails dans certains quartiers d'Abidjan. Bon, de mon constat personnel, depuis un certain temps, les délits ont augmenté dans certains quartiers d'Abidjan depuis que les portails ont été détruits. Donc je voudrais savoir, est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir remettre les portails qui ont été cassés pour avoir plus de sécurité pour les habitants de ces quartiers-là? D'accord, il faut, sur le plan statistique, ce que vous dites n'est pas totalement exact, monsieur, parce que notre indice est stable actuellement. Vous pouvez nous donner des chiffres sur le taux de la délinquance à Abidjan? Oui, le chiffre communiqué par le gouvernement, c'était non pas le taux de, mais c'était 1,1, c'est-à-dire un indice totalement, je veux dire, dans la norme des grandes capitales. Donc, mais votre remarque n'est pas totalement justifiée parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'il y avait des embouteillages à Abidjan, aux heures de pointe, le matin, le soir. Et le constat était simple, c'est qu'on n'a que des grands axes aujourd'hui à Abidjan. Tous les quartiers ont fermé. Il n'y a plus d'axe de contournement. Pour aller dans un quartier, vous contournez des quartiers. Donc, il a fallu ouvrir pour entrer dans les quartiers. Les rues sont là. Même un lotissement, si vous avez une terre à vous, que vous faites un lotissement, l'État prévoit des routes dans ce lotissement. Mais quand on a tout fermé à Abidjan, on ne pouvait plus circuler. C'est ce qui créait tous ces embouteillages. Donc, il a fallu ouvrir. Mais ouvrir, ce n'était pas seulement enlever les portails. C'était assurer des patrouilles, la présence de la gendarmerie, de la police de façon permanente pour rassurer les citoyens. Donc, les chiffres que vous avez souvent, comme elle l'a dit, Mme Fatim Guégué, on a certaines fois, on continue de croire à certaines situations qui n'existent pourtant pas. Nous avons nos chiffres et nous sommes les premiers responsables. Nous sommes inquiétés par le gouvernement quand il y a l'insécurité. Donc, dites-nous, dans tel quartier, il y a eu tel drame. Mais on regarde nos rapports de tous les jours, on a des drames, c'est vrai, mais qui sont vraiment à une échelle gérable. Monsieur le préfet, mais il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a l'insécurité pure et le sentiment de l'insécurité. Dans d'autres pays, ça fait basculer des élections parce que c'est le sentiment, c'est ce que ressentent les populations qui compte au final. Il faut leur rappeler peut-être la réalité factuelle des chiffres, mais ils ont ce sentiment-là. Et c'est vrai que c'est surprenant, quand on vit à Abidjan, de se rendre compte qu'il y a autant de maisons avec des gardes privés, autant de gardiens. Dans d'autres capitales dans le monde, on peut se promener en toute sécurité, s'installer, vivre sans avoir à payer quelqu'un pour surveiller notre maison. Merci beaucoup pour votre culture sécuritaire. Vous avez noté un élément qui est peut-être complexe à discuter ici, mais il y a deux choses. Il y a l'insécurité qui est factuelle. Vous avez le nombre de braquages, le nombre de viols, hein, monsieur? On va en parler. Il y a le nombre de, je ne sais pas, d'accidents, l'inondation. Ça, c'est factuel. Et il y a le sentiment d'insécurité parce qu'un citoyen a vu un drame. Vraiment, il y a un drame qui a marqué tout le monde. La jeune Larissa à Yopougon, quelqu'un a pris une photo sur Facebook, la jeune fille baignant dans une mare de sang, ça marque. Et ça peut créer le sentiment d'insécurité. Quelqu'un peut apprendre qu'un ami a eu un portefeuille volé à Djamé, et du coup, il a l'impression que ça ne va pas du tout. Et c'est contre ce sentiment d'insécurité souvent qu'il faut lutter, tout autant que la lutte contre les faits de sécurité par l'arrestation des voyous, des bandits, par la présence des forces de l'ordre. Donc le sentiment d'insécurité, il se bat par la communication, comme ce qu'on est en train de faire. Tous ceux qui sont là posent des questions, ils veulent être rassurés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et c'est par ces actions de communication, mais également ces actions de proximité que nous arrivons à combattre. Il y a ce que les Anglais appellent la démonstration ostentatoire des forces de sécurité. Il y en a qui ne se sentent bien que lorsqu'ils ont la police et la gendarmerie dans tous les carrefours, ils sont en sécurité. Et donc, c'est ce qui s'appelle la démonstration ostentatoire. Il y en a qui ne voient pas, qui se disent qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez rouler pendant 4 heures, 5 heures. Moi, je sais, une fois, j'ai fait une mission dans une ville australienne. J'ai passé 1 mois, je n'ai pas vu un seul policier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a l'insécurité. Mais souvent, nous, à cause des faits, des choses qui sont passées, on a envie d'avoir cette présence, ces gens en armes autour. Oui, ça rassure. Mais aujourd'hui, je vous assure, avec les moyens de travail, et le président de la République l'a dit dernièrement, lors de sa visite d'État à Dimokro, avec les moyens de travail de nos forces,
Nous sommes capables d'assurer la sécurité de toutes les façons. Donc on veut rassurer la population. Dites-nous, travaillez avec la police, avec la gendarmerie, sur les faits à reporter. Mais il ne faut pas cacher, il ne faut pas s'empêcher de collaborer avec les forces de sécurité, sinon on ne trouverait pas les solutions. Mais pour l'instant, je peux vous dire que les voyants sont au vert. On va écouter quelqu'un au téléphone avant de donner la parole à Sanayek pour qu'on revienne justement. Vous avez déjà énoncé ce sujet sur les cas de viol. Alors on écoute Ake qui appelle Dadzopé. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. En tout cas, je dis merci à monsieur le préfet qui fait un bon travail. Mais le souci, c'est qu'au niveau de nos brigades de gendarmerie et commissariat de police, on voit certaines gares qui sont érigées et des commerces qui sont faits aux alentours de ces postes de sécurité et de défense. C'est pas normal. Tout ceci contribue aussi à une anarchie totale qui s'opère dans nos villes et quartiers. Et aussi les fumoirs à ciel ouvert. Nous constatons qu'il y a des raquettes qui sont faites au niveau de la sécurité, aux agents de sécurité, que ces personnes-là les déversent de l'argent pour pouvoir vendre les cannabis. Le préfet qui est le porte-parole de la population, vraiment, j'attire son attention sur ce fait. Merci, monsieur Ake. Le préfet vous répond. Non, merci beaucoup, c'est un constat. On prend note. Merci beaucoup, c'est un constat. Et c'est ce qu'on demandait, je demandais tantôt, que la population puisse exprimer ses préoccupations. On va s'intéresser au viol. Je rappelle que Premier Secours aide beaucoup de victimes. Et j'aimerais bien que son président, Hassan Hayek, nous rappelle les derniers cas et nous dise ce qu'ils attendent des autorités. Avant le viol, j'ai une question sur la sécurité. Monsieur le préfet, on a l'impression que pour être traité, et ça, parce que moi j'en fais des réunions dans mon groupe, pour être traité convenablement, c'est-à-dire, quand je dis convenablement, c'est-à-dire qu'on prenne la parole en considération, il faut être quand même connu. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que quand on va quelque part pour se plaindre de quelque chose, et moi c'est mon combat au quotidien, il ne faut pas avoir des relations pour que notre cas soit traité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis un moment. C'est-à-dire, quand moi je vais en tant que Hassan Hayek, c'est bien pris en compte, tout le monde s'en occupe bien comme il faut. Et quand c'est une personne lambda qui va, là les choses traînent. Alors que notre combat social du départ, c'est que tout le monde ait le même traitement. Ça, c'est le premier. Et le deuxième cas, je sais que la police et la gendarmerie ne peuvent pas tout faire. Mais souvent, on a des gens qu'on traque pendant longtemps sur les réseaux sociaux et qu'on met la main dessus avec des plaintes et qu'on envoie dans un commissariat. Tout est bouclé parce qu'il ne peut même pas sortir de là, mais arriver quelque part, c'est-à-dire quand il est transféré, quand il est déféré, le lundi ou le mardi, le gars il sort. Il est en ville et il retape quelqu'un d'autre et ça y est sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est très compliqué. Surtout dernièrement avec l'histoire du monsieur qui arnaquait sur les terrains. Il a fait plus de 150 arnaques. Je suis allé moi-même, je l'ai vu de mes yeux, parce qu'il a arnaqué un proche. On a validé, il y avait plus de 50 convocations. La police a fait son travail, il a été transféré. 2 semaines après, sur les réseaux sociaux, il a arnaqué quelqu'un d'autre, il était déjà dehors. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'était les questions sur mes préoccupations sur la sécurité aujourd'hui. Je laisse d'abord monsieur le préfet répondre. Oui, les traitements en fonction de la notoriété des gens. Vous savez qu'il y a un processus. Quand vous amenez quelqu'un, quand quelqu'un est prévenu dans nos violents, par exemple, à la police et à la gendarmerie, tout c'est suivi par le procureur. Il y a un procureur qui dit s'il doit rester, s'il ne doit pas rester, s'il est là. Donc, ne dites pas que les gens rentrent et puis ils reviennent totalement. Vous ne savez pas quels sont les éléments à charge ou les éléments à décharge. Mais bien sûr, si vous estimez, ou si une partie de la population estime qu'il y a eu des problèmes dans le traitement, il nous appartient à nous d'être plus vigilants. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'éthique de gestion des forces de l'ordre, notamment en gendarmerie, police, en matière de garde à vue, en matière d'enquête, c'est très strict.
Quelqu'un ne peut pas se lever au hasard et mettre quelqu'un violent ou faire sortir quelqu'un de violent au hasard. Donc, mais je prends votre On remarque. nous parle de Si c'est un rafle. sentiment. Non, pas des rafles. Ah, des rafles, c'était avant. Oui, non, mais vous dites qu'on ne peut pas soulever quelqu'un comme ça. On parle de rafle parfois injuste. Et en même temps, on ne peut pas libérer quelqu'un comme ça. Et on nous parle de cas de présumés innocents, on va dire, de personnes accusées qui sont libérées. Oui, vous savez que le juge, en cette matière, nous, les exécutifs, le juge est un autre pouvoir, il a des éléments, peut-être que vous n'avez pas. Mais bon, je comprends, ça peut être assez frustrant de voir quelqu'un qui a commis des délits, qui se retrouve dehors. Mais je peux vous assurer que le ministre en charge de la justice est très pointueux sur ces questions. Et chaque fois qu'il a été tenu au courant des situations, il les a pas laissé passer. Mais on comprend votre message. On comprend votre message. J'espère que tous ceux qui vous écoutent actuellement également sont sensibilisés à ces questions-là. Mais en ce qui nous concerne, sur les personnes que nous gérons, si vous avez des cas de personnes, vous m'avez déjà appelé, M. Hassan. Oui, vous m'avez déjà dit, il y a des gens qui sont dans le commissariat. Je vous ai rappelé. J'ai suivi. Le DG de la police lui-même s'est saisi de la question. Voilà, donc faites-nous connaître ces cas-là. Mais la norme, c'est qu'on n'a pas besoin d'appeler le préfet pour un travail. N'importe quel agent de police fait son travail, il rend compte à sa hiérarchie et il y a une vigilance citoyenne qui s'exerce là maintenant. Donc on doit faire attention au cas des récidivistes. On prend en ligne M. Ouattara El Hadj Dabobo. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Au fait, moi j'ai un souci au quartier à Bobo. Je suis précisément vers le lycée municipal. En fait, notre problème ici, moi je me rends compte que l'État est en train de fournir des efforts pour donner de l'eau à tout le monde. Mais avec la complicité des agents de la SODECI, ils ont fait un groupe dans mon quartier ici auquel ils donnent l'eau pour vendre à la population. Et nous qui avons les compteurs, nous n'arrivons pas à avoir de l'eau. On est obligé de sortir à 4h, 3h du matin pour pouvoir prendre de l'eau. Et c'est dangereux pour notre sécurité. Et j'ai appelé plusieurs fois à l'ONEP et à la SODECI. C'est peine. Il n'y a pas de solution à ce problème-là. Voilà. C'est pourquoi moi j'appelle ce matin pour vous faire part de cette nouvelle-là. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a écouté. On va appeler la mairie d'Abobo. Mais vous savez que le maire d'Abobo, dès les premiers mois de sa prise de fonction, il s'est penché sur la question de l'eau. Et il y a certains quartiers qui n'avaient pas d'eau depuis 15 ans, qui sont maintenant connectés au réseau d'adduction d'eau. Mais cette question de vente d'eau dans les rues sera convenablement traitée. Merci beaucoup pour votre remarque. On poursuit Hassan Hayek et j'aimerais qu'on s'intéresse à ce malheureusement phénomène de société, les agressions sexuelles, aussi bien sur les jeunes enfants, on parle de pédophilie dans ce cas-là, et que sur des femmes. Et vous avez malheureusement des cas très régulièrement. Pouvez-vous nous faire un peu le point dessus? Oui, on a des cas, mais c'est plus seulement sur des enfants, filles, mais il y a des garçons aujourd'hui. Parce que dernièrement, on a eu un enfant qui a été violé à Angré par un passant. Donc, on a pris en charge. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des réactions rapides. J'écris toujours à monsieur le préfet. Et en même pas 5 minutes, il répond parce qu'il est toujours connecté. Et d'abord, je voudrais lui dire merci parce que ça fait 32 ans que je suis ici. Je ne savais pas personnellement ce qu'un préfet faisait jusqu'à que monsieur le préfet soit sur les réseaux sociaux et on suit un peu les actions. Et donc, il y a beaucoup de viols. Je ne sais pas si c'est différent par rapport à avant, sauf qu'aujourd'hui, on a une toile qui nous montre ce qui se passe réellement. La parole s'est libérée peut-être, on en parle plus qu'avant. Oui, c'est possible parce qu'on a une connexion aujourd'hui en étant assis chez soi avec le monde entier. Mais j'ai eu à discuter avec beaucoup d'autorités sur cette histoire. Vu de l'extérieur, les gens pensent que les autorités ne font rien du tout, alors que c'est des cas qui sont c'est des enquêtes qui sont difficiles à mener parce que c'est des choses où il faut garder le secret pour pouvoir bien tracer les personnes et tout, parce que 80% des cas de viol, c'est toujours un membre de la famille qui est déjà couvert par la famille. Et quand c'est chaud, ils commencent à faire des négociations. Mais c'est récurrent dernièrement. Et jusqu'à la semaine passée, nous avons eu celui qui a volé sa propre fille pendant 3 mois, sa fille de 4 ans.
chez lui à domicile. Et on l'a trouvée dans une mare de sang. Là, elle est avec nous au CHU. On a fait les derniers examens. La colonne vertébrale était touchée parce qu'il passait son temps à la bastonner. Mais il a été arrêté. Nous avons coordonné avec police secours, avec la gendarmerie, la police. Il a été arrêté à peu près 72 heures après. Et là, il est normalement dans de bonnes mains. Mais c'est récurrent. Mais je ne pense pas que c'est le chiffre est en croissance. Je ne pense pas parce que nous, il y a 3, 4, 5 ans de ça, il y avait chaque jour. Mais là, on entend parler parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que c'est la même chose. Parce que normalement, il faut une campagne de sensibilisation, surtout à l'intérieur. En Côte d'Ivoire, ici, on arrive à cerner les choses. Abidjan. Mais à l'intérieur, c'est très difficile parce que ces cas sont cachés. Il y a plus de cas et plus graves. Il y a beaucoup de choses parce que ça se passe en famille. Oui. Et les gens n'osent pas en parler. C'est un oui, sujet ça tabou devient comme c'est tabou et ça devient comme une honte et tout ça. Sous notre tropique. Mais on fait il y a beaucoup de dégâts. Vraiment, les enfants. Là, la petite fille qui est avec nous de Bonoumain, hier, ils nous ont appelés. D'un coup, elle est devenue très violente. Là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Hier, on en discutait. Très violente. On ne sait pas, là, il faut la faire suivre par un psychologue. La maman aussi par un psychologue. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et les autorités aussi ne peuvent pas aller de maison en maison pour surveiller chaque maison. Donc, je rejoins ce que monsieur le préfet a dit. Il faut d'abord une sensibilisation, mais d'abord une éducation à la maison. Aujourd'hui, nous tous, nos idées sont orientées à travailler toute la journée pour assurer le quotidien des enfants. Monsieur, madame travaillent tout le temps, les enfants sont là. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux, pensant que nous allons après, ils auront l'argent pour vivre, mais on l'a perdu dès le jeune âge. Donc il faut une éducation, d'abord même des parents. Si on voit que les enfants ont changé un certain comportement, il faut savoir parler aux enfants. Mais déjà, pour voir qu'il y a un changement de comportement, il faut passer du temps avec des enfants, avec ses enfants. Et donc c'est un peu ça aujourd'hui, la situation. Monsieur le préfet, je vais vous laisser réagir face à ce constat alarmant, inquiétant et triste. Non, c'est un constat, mais il y a plusieurs années que le gouvernement s'était déjà penché sur la question, a pris des mesures. Il y a même des officiers de police judiciaire qui ont été formés spécialement au traitement de ces cas, de toutes les violences. Il y a eu des procès. Et donc, c'est très important aujourd'hui de voir l'hypersensibilité des Ivoiriens à ces phénomènes. C'est là que la conscience collective permet de bien travailler. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est blessé ou brutalisé, ça choque l'opinion. Ça veut dire que on ne banalise plus les actes de violence, on les prend au sérieux. Et le gouvernement y travaille, comme il a dit, des arrestations sont faites, des procès sont faits, peut-être pas médiatisés, mais il y a un traitement adéquat de ces cas de violence ici en Côte d'Ivoire pour que plus jamais aucun enfant ni aucun individu ne soit victime de ce genre de violence-là. Il le disait, c'est un sujet tabou sous nos tropiques. On a vu même le phénomène en France des hashtags MeToo, de toutes ces agressions subies par les femmes, qui, comme par hasard, est passé au-dessus de l'Afrique, comme s'il n'y avait aucun cas ici. Mais ça ne doit pas l'être. Et ça a commencé, c'est ce que vous êtes en train d'aborder le sujet. Oui. Que faire pour casser ce tabou? Vous êtes en train de faire ce travail, madame, aujourd'hui. Vous avez invité des jeunes, vous parlez. Je disais que vos antennes arrivent jusque dans les zones rurales. C'est en parlant de cette façon que les gens se rendent compte qu'il faut parler, qu'il faut se réveiller. Peut-être il y a quelques années, on ne parlait pas de cette situation, on ne révélait pas des situations difficiles. Et donc, le travail est fait. Et souvent, ce sont même les autorités elles-mêmes qui communiquent le premier sur des situations de violence. C'est très bon signe déjà. Et donc, il faut continuer à en parler et à dénoncer. Alors, monsieur le préfet, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Nous avons encore quelques minutes. Je veux peut-être laisser la parole à ceux qui ont des questions. Encore une fois dans la salle. Allez-y, vous avez le micro. Je vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur le préfet. Je suis Christian Ivan Mbois. Aujourd'hui, quand on emprunte les véhicules, communément appelés Gbaka, on remarque beaucoup la présence des policiers sur les routes. Et les policiers arrêtent ces véhicules-là. Bon, la question que je voudrais poser, c'est quel est le rôle de ces forces-là quand ils arrêtent les Gbaka? Quelle est la procédure, on va dire, à suivre quand ces véhicules-là sont arrêtés? Parce que tout ce qu'on remarque, c'est que quand ces véhicules-là sont arrêtés, l'apprenti ou le chauffeur descend et remet un billet on va dire, aux forces de l'ordre et on peut avancer. Ok. Donc, c'est ça un peu ma question. Bon, ça touche à la corruption, qui fait partie de l'insécurité. Oui, quelqu'un a déjà posé la question. Mais les forces de l'ordre sont là. Quand vous montez dans une voiture,
il faut s'assurer que la voiture a fait sa visite technique, qu'elle a une assurance au cas où il y a un accident, qu'elle a l'autorisation de rouler. Donc la présence des forces de l'ordre a pour but de vérifier ces 3 niveaux. La régularité et la conformité technique du véhicule, son assurance, son autorisation d'exercer ce transport et tout autre, même des questions de sécurité, si on a des informations selon lesquelles il y aurait des bandits dans la zone ou il peut y avoir des crimes dans la zone. Maintenant, sur les questions de corruption, je l'ai dit dans l'émission, c'est des questions sévèrement punies et vous voyez, renseignez-vous sur les chiffres au niveau des sanctions au niveau de la police et de la gendarmerie, sont des sanctions très sévères. Mais c'est un travail continu, avec vous également, pour arriver à des comportements responsables. Une autre question, monsieur le préfet, pour clore ce chapitre de la corruption. Quand même, en Côte d'Ivoire, les salaires sont assez bas. On sait que le salaire, le SMIC, le salaire minimum, est de 60-65 000 francs, si ma mémoire est bonne. Ça participe, les salaires bas, ça ne justifie pas tous les actes de corruption, mais ça participe certainement à faciliter le passage à l'acte, sans trouver d'excuses devant ce phénomène. Je sais que ce n'est pas vous qui, on peut en parler, mais pourquoi qui pas donnez les salaires. Mais nous sommes là, et puis nous sommes à Radio Côte d'Ivoire. C'est des choses dont on pourra discuter autrement, parce que ça va nous prendre toutes les dernières minutes, mais c'est un dossier qui est traité vous y voyez un lien par le gouvernement. Vous y voyez un lien? Non, et puis faites la comparaison des salaires en Afrique. Bon, je ne vais pas justifier, parce que ça peut fâcher certains citoyens, mais faites la comparaison avec le tableau des salaires en Afrique. Mais ça ne justifie pas qu'il y ait des actes de corruption, mais c'est un phénomène auquel le gouvernement s'attelle. Il y a beaucoup d'institutions qui sont installées aujourd'hui, beaucoup de processus qui sont en cours, pour que la corruption n'ait pas d'impact sur notre vie sociale et notre vie économique. Mais c'est un travail, comme je le dis, continu, même dans tous les pays, tous les pays le font. Et bon, le gouvernement met en œuvre tous les mécanismes pour permettre d'endiguer l'impact de la corruption. On prend M. Kwame Mathieu, qui nous appelle de Boisflé, après une dernière question dans la salle. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Kwame. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui. Je disais que j'ai été arnaqué et j'ai déposé ma plainte à la police de Boisflé. Maintenant, ils ont fait un papier pour on dit à Abidjan qu'on peut régler ce problème. J'ai fait partie et depuis ça fait 2 mois, je n'ai pas encore eu de suite. Quand je vais voir le policier qui a la charge, il dit que les résultats ne sont pas encore arrivés. Ok, bon, comme d'accord. Non, mais c'est long, il a été arnaqué. Désolé, il n'a pas fini. Non. Mais ce sont les enquêtes. C'est pas, si on savait où se trouvait le criminel, il n'y aurait pas de crime. Il a été arnaqué, il y a un dossier, il y a des recherches, il y a des traces technologiques, il y a des sources informatiques. Il faut le temps de l'enquête, vous dites. Mais je vous donne un exemple. Il y a eu 1600 cas d'arnaque en Côte d'Ivoire en 2018. Sur les 1600 cas, plus de 50% des cas ont été résolus. Des personnes condamnées, les auteurs retrouvés. Et sur les autres, l'autre proportion, on a eu des cas, on a pu identifier clairement les auteurs. Donc, en cette matière, on est outillé. Et aujourd'hui, la traque continue. En termes de préjudice financier, on a eu un préjudice financier, si ma mémoire est bonne, de 1,3 milliard, je crois. Mais c'est nettement en baisse par rapport au préjudice financier causé par ce genre d'arnaque sur Internet il y a quelques années de cela. Donc, le travail continue. Les fameux brouteurs. C'est une grande satisfaction. Cette capacité de nos forces à pouvoir identifier, quel que soit, et je parle aux jeunes qui sont là, qui sont spécialisés aujourd'hui dans l'escroquerie sur Internet, c'est pas bon. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous serez arrêté un jour ou l'autre. On ne peut pas y échapper. Vous intervenez aussi sur la cybercriminalité? Oui, mais c'est un aspect de sécurité, pas directement, mais il y a des services qui travaillent sur la question et qui donnent de très bons résultats. Merci, monsieur le préfet. Alors, dernière question dans la salle, puisque nous sommes pris par le temps, et une réponse concise. Ok, bonjour monsieur le préfet, je suis Jessica Tiadé, étudiante en master de management d'entreprise et aussi ex-boursière d'un programme d'échange américain. J'ai été impressionnée par l'esprit de civisme des Américains en général. Donc, quand je suis venue en 2018 dans mon pays, j'ai tout de suite créé l'association Being Ivorian pour instaurer cette conscience sociale plus saine dans ma communauté. Et nous avons initié la semaine de la citoyenneté dans le pays, dans 5 villes, dont Abidjan, Dabou, Grand Laou, Jacquesville et Agboville. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut collaborer avec vous, monsieur le préfet, pour nous aider dans nos activités, vu que la semaine de la citoyenneté en Côte d'Ivoire s'est passée en octobre 2019 et nous avons fait une sensibilisation au forum d'Adjamé
Donc j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui on parle d'insalubrité, on parle d'inondation, mais ce sont ces femmes qui ne sont pas éduquées quant à l'importance de la propreté, qui vont jeter des ordures dans les caniveaux. Et donc ça crée ce qu'on appelle l'inondation aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce sont des phénomènes naturels, mais c'est aussi un manque de sensibilisation. Donc nous, on aimerait savoir comment collaborer avec vous pour avoir plus d'impact sur le terrain. Non, merci beaucoup, Jessica. C'est une très bonne initiative. Je parlais de la participation citoyenne. C'est comme ça qu'on participe à la vie de sa communauté, à la vie de la nation. C'est d'engager des actions auprès des citoyens par vous-même. Et nous collaborons. Vous avez ici tout le bureau de BPS ici présent. Vous avez beaucoup d'ONG qui nous écrivent et nous sommes avec elles partout où nous allons. Nous avons même lancé un appel sur Internet et demandé que les ONG nous rejoignent s'il y a des actions collectives. Donc, venez nous voir. Et c'est une très bonne initiative, l'appel au civisme. On vous accompagne dans tout. Et il y a Police Secours également qui m'a contacté il y a quelques jours. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées. On serait très heureux, surtout venant des jeunes comme vous, qui prennent en main la charge de la communauté. C'est très important. On vous appuie. Venez nous porter vos projets pour qu'on vous accompagne. Vous paraissez très jeune. Vous pouvez nous donner votre âge ? 21 ans. 21 ans. Et bien, regardez. Donc l'avenir est plein de promesses, monsieur le préfet. Oui, bien sûr. C'est le bourgeonnement de la nation. C'est tout l'espoir de notre pays qui repose dans ces jeunes-là. Très ingénieux, très intelligents. Les pauvres, là, je vois leur tête, ils se disent, ça fait beaucoup. Alors, monsieur le préfet, on va arrêter cette série de questions-réponses puisqu'il nous reste vraiment peu de temps avant de clore cette émission. J'aimerais déjà que vous parliez un peu de Boribana, les photos qui ont été diffusées dans cette école. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Oui, il y a beaucoup d'actions. Il y a des volontaires qui sont ici, qui sont déjà allés sur le terrain. Ils ont donné 50 pactos, des kits de manuels scolaires. Il y a eu beaucoup de contributions potentielles virtuelles sur Internet qui veulent canaliser leur aide vers des citoyens. Il y a eu des personnes qui sont déjà engagées. Et j'ai été surpris par cet élan, par cette mobilisation. Et donc, c'est encore une fois, il y a espoir pour nous. La solidarité fait partie de notre vie aujourd'hui. Des citoyens sans salaire, sans indemnité, sans rien, s'engagent. Et donc, c'est très bien de voir ça. Et on demande que ça s'étende à toutes les écoles, mais également à toutes les situations, à toutes les personnes défavorisées de notre communauté qui ont besoin d'une main tendue, d'une main secourable. Et c'est très bien. Je suis très satisfait de l'engagement citoyen de tous nos amis. Alors, monsieur le préfet, 2 dernières questions. Même si vous occupez une fonction qui demande de la neutralité dans l'administration, vous êtes un être humain comme nous tous. Et je voulais savoir déjà, la question est passée sur Internet, et je vais peut-être la reformuler. D'après Aristote, déjà, tout est politique. Tous les sujets qui lient la vie en société sont politiques. Vous tournez beaucoup autour de Pau pour pouvoir poser une question embarrassante, apparemment. Non, pas pour moi. Elle n'est pas embarrassante à poser. Je voulais vous demander déjà, est-ce que vous avez des convictions politiques, lesquelles, et même avez-vous un port politique ? Ma conviction politique, c'est qu'une communauté peut se développer par le dynamisme de ses citoyens. Ma conviction politique, c'est qu'on peut faire une bonne coordination administrative pour permettre que les politiques nationales de développement touchent chaque citoyen. Ma conviction politique, c'est que le bonheur est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut avoir une aspiration au bonheur, peut vivre, peut manger, peut s'éduquer. Ça, c'est ma conviction politique. Et votre bord politique ? J'ai ma conviction politique, je n'ai pas de bord politique. Dernière question, on peut parler des ambitions professionnelles qui sont naturelles, surtout quand on fait partie de l'élite d'un pays, l'élite intellectuelle à la fois et administrative. Votre prédécesseur a été nommé ministre de l'Intérieur, il est actuellement en fonction. Est-ce que ça augure d'un bel avenir pour vous ou envisagez-vous un avenir ministériel, monsieur le préfet ? Merci beaucoup pour cette question. Beaucoup de personnes en parlent, je ne sais pas pourquoi. Madame, ça fait 2 ou 3 semaines que vous m'appelez, vous m'envoyez des messages pour parler de cette émission. Vous avez reçu des pédiums particuliers pour faire ça ? Pas du tout. Vous voulez faire une émission pour qu'il soit d'intérêt ? Pas du tout. Tous ces messieurs qui sont derrière la vitre là-bas, l'équipe technique, je suppose qu'ils sont là depuis 5 à 6 heures du matin. Oui. Ils ont des pédiums supplémentaires, ils font le travail. Tous ces jeunes qui sont ici, vous avez reçu des transports pour venir ici ? BPS, on vous a donné de l'argent ? Pourquoi on ne peut rien faire avec le cœur qui ne soit interprété ? C'est grave. Mais où est passée notre humanité ? Où est passée notre humanité, notre sens de relation ? Tout ce qu'on doit faire doit être fondé par une motivation politique, par une ambition personnelle. Mais tout le monde a des ambitions. C'est légitime que je veuille peut-être faire autre chose. Mais c'est humain. Et moi, il ne faut pas oublier d'abord, et ça c'est important de le rappeler, Boribana, moi j'ai vécu à Boribana dans mon enfance. J'ai vécu dans les faubourgs d'Atekoubé. J'ai mangé dans la poubelle, je n'ai pas honte de le dire. Aller à Dabou aujourd'hui, la maison dans laquelle elle est encore là. J'allais prendre les restes des repas des enfants à l'internat. Et tout le quartier, les restes des repas de la veille, pourris. C'est ce qu'on donnait à ma famille parce que nous étions totalement démunis. Donc, quand vous sortez de là, vous avez un devoir d'humanité vis-à-vis des gens. Vous n'avez plus une perspective du monde comme tout le monde.
Parce que vous savez la pauvreté, vous savez comment Dieu vous a tiré de l'abîme, donc vous avez un devoir. En plus de ça, j'ai eu la chance de travailler dans les pays les plus difficiles d'Afrique, où j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des guerres, j'étais au milieu des guerres. Vous n'avez plus cette relation. L'humain prévaut dans tout ce que vous faites. On n'a pas besoin d'avoir une motivation et puis pour une ambition. Avec tout mon parcours, avec mes diplômes, si je voudrais faire autre chose, est-ce que je serais infondé de vouloir avoir une ambition? Mais il faut écarter ça. L'Ivoirien doit penser à l'Ivoirien, doit penser aux citoyens, doit penser à qui est là pour qu'on avance. Donc laissons un peu ce débat-là. Tout le monde est motivé par une ambition. Didier Drogba pleure quand il rate un pénalty pour la Côte d'Ivoire. Marie-Josée Talou ou Muriel Aouré, ils sont en pleurs ou Meïté quand ils gagnent des médailles. Qu'est-ce qu'ils ont? Quel argent on leur donne pour ça? Mais la nation, la patrie, l'humain, ce qui est en vous, est plus fort que les justes récompenses. Et vous savez, mes collaborateurs le savent, hein, et c'est écrit quelque part, moi, je souhaiterais ne jamais être décoré de ma vie, si ça dépend de moi. Je souhaiterais ne jamais avoir de décoration de ma vie. Et je n'ai jamais eu de décoration de ma vie. Et j'en suis fier. Je ne veux pas estampiller toute action sociale d'une décoration assortie. Non, je ne veux pas la reconnaissance des hommes. Je veux la reconnaissance de Dieu et la reconnaissance du cœur des hommes. Et c'est dans ça que j'inscris les missions que le président de la République m'a confiées. Alors, sur ces belles paroles, vous parlez de Dieu. Vous êtes croyant? Je peux vous demander... je suis foncièrement croyant. Je peux vous demander quel... Non, pas particulièrement de religion, mais je suis foncièrement croyant. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Préfet, déjà, encore un immense merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette nouvelle émission et d'avoir répondu très franchement et très directement à toutes nos questions. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous d'être venus physiquement dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et merci aux équipes de Radio Côte d'Ivoire. Cette émission a été réalisée par Denis de la Faciès, avec la technique Valentin Kouassi, Serge Pacôme et Yao Kouassi qui nous ont tous aidés. Infiniment merci et je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Face au public, émission débat, grand format de Radio Côte d'Ivoire. Face au public, tous les samedis en 15, de 9h à 10h30. Face au public, présentation, Fatim Djedje.